Disons d'emblée qu'Alice Zeniter est bénie des dieux, du moins ceux de la littérature qui lui ont donné le talent des mots. Dramaturge et romancière, elle sait plus que tout raconter des histoires, et avec quel talent. Chaque livre, depuis Sombre Dimanche, qui reçut le prix du Livre Inter en 2013, remporte un véritable succès auprès du public. L'art de perdre, qui nous réunit aujourd'hui, n'est pas en reste, puisqu'il est auréolé, entre autres, du prix Goncourt des lycéens. L'art de perdre, c'est la manière qu'a Alice Zeniter d'évoquer un sujet tabou, encore marqué par la douleur et les souffrances, la guerre d'Algérie. L'Algérie de son père Kabyle. Composée d'une large fresque historique intégrée dans un triptyque où se confrontent plusieurs générations aux prises avec un passé tenace. Faire un travail de mémoire en retraçant avec exactitude et à travers cette saga familiale les massacres, les attentats, la montée du FLN, l'exil, le racisme, les humiliations et j'en passe. Xavier Bazin, ce matin, a choisi de lire des extraits de la première partie intitulée « L'Algérie de papa ». Le livre commence comme un conte. Dans les années 1930, Ali et ses frères, petits paysans d'un village de Kabylie, se baignent dans l'Oued lorsqu'ils trouvent un pressoir qui dérive dans les flots. Les trois garçons remontent l'objet sur la rive. Ce pressoir tombé du ciel va faire leur fortune, leur permettant de transformer leurs olives en huile. Devenu prospère, Ali se marie. De cette union naissent plusieurs enfants, dont Hamid. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Ali s'engage dans l'armée française. À son retour, il retrouve sa famille et ses champs prospères. Mais le temps du bonheur et de l'opulence est de courte durée. Les premiers troubles de ce qui va devenir la guerre d'Algérie agitent le village. Les partisans de l'indépendance ne pardonnent pas à Ali et à ceux qui ont combattu dans l'armée française. Pour eux, ce sont des traîtres. Oh non, pas d'applaudissements. Dans les années 30, Ali n'est qu'un adolescent pauvre de Kabylie. À l'instar de beaucoup des garçons de son village, il hésite à se casser le dos sur les parcelles de sa famille, minuscules et sèches comme le sable, à occuper ses bras en travaillant les terres des colons ou d'un paysan plus riche que lui, ou bien à descendre en ville, à Palestro, travailler comme manœuvre. À défaut d'avoir un métier stable, Ali fait un peu de tout. Il est une sorte de paysan ambulant, de paysan volant, et l'argent qu'il rapporte, joint à celui que gagne son père, parvient à nourrir la famille. Ali réussit même à amasser le petit pécule nécessaire pour se marier. Quand il a 19 ans, il épouse une de ses cousines, une adolescente au beau visage mélancolique. Cette union lui donne 2 filles. C'est bien dommage, commente sévèrement la famille, au chevet de l'accouchée qui en meurt de honte. Au début des années 30, le fragile équilibre économique du foyer s'écroule lorsque le père d'Ali meurt d'une chute dans les rochers en tentant d'attraper une chèvre fugueuse. Ali s'engage alors dans l'armée française qui renaît de ses cendres et se mêle au bataillon des Alliés lancés à la reconquête de l'Europe. Il a 22 ans, il laisse sa mère s'occuper de ses frères et sœurs ainsi que de ses 2 petites filles. À son retour, il retrouve la misère que la pension vient alléger. Un jour, au printemps suivant, il emmène ses petits frères Jamel et Hamza se laver dans l'Oued grossi par la fonte des neiges. Le courant est si fort qu'il faut s'accrocher aux rochers ou aux touffes d'herbe de la rive pour ne pas être emporté. Jamel, le plus maigre des 3, est terrorisé. Les 2 autres rient aux éclats, se moquent de sa peur, jouent à lui tirer les jambes, et Jamel croit que c'est le torrent qui l'aspire, et il pleure, et il crie. Et puis, attention! Une masse sombre se précipite sur eux. Au bruit d'éclaboussures et au grondement des pierres raclées,
s'ajoutent les grincements de l'étrange embarcation qui se cogne contre les rochers en dévalant la pente. Jamel et Hamza se précipitent hors de l'eau, mais Ali ne bouge pas. Il se contente de se faire tout petit derrière le rocher auquel il s'agrippe. Le projectile s'écrase contre son bouclier de fortune, s'immobilise un instant, puis se remet à tanguer, roule sur le côté, s'apprête à céder au courant. Ali escalade son abri et, accroupi sur le caillou, il tente de maintenir en place ce que le flot vient d'apporter. Une machine d'une simplicité confondante, une énorme vis de bois sombre qui joue au milieu d'un cadre lourd que les eaux du torrent n'ont pas réussi encore à disloquer. « Aidez-moi » hurle Ali à ses frères. De l'après, on parlera toujours dans la famille comme d'un conte de fées, avec des phrases simples, épurées. Alors, ils sortirent le pressoir de l'eau, le remirent en l'état et l'installèrent dans leur jardin. Peu importait désormais que leurs maigres terres fussent stériles, car les autres venaient à eux avec les olives de leurs arpents, et eux en faisaient de l'huile. Bientôt, ils furent suffisamment riches pour acheter leur propre parcelle. Ali put se remarier et marier ses deux frères. La vieille mère s'éteignit quelques années plus tard, heureuse et apaisée. Ali n'a pas l'audace de croire qu'il méritait son sort ou qu'il a créé les conditions de sa richesse. Il pense toujours que c'est la chance, Mektoub et le torrent qui lui ont apporté le pressoir, puis les champs, puis le petit comptoir de vente sur la crête, puis le commerce à l'échelle de la région, et surtout la voiture et l'appartement en ville qui viendront ensuite, signes inégalables de richesse. Ses yeux noirs et inquiets passent sans cesse du visage de ses parents à celui de cet homme qu'elle n'a encore jamais vu et qui se présente comme le messager de son futur époux. Elle bat des mains devant cet assortiment hétéroclite et charmant, ce marché miniature que l'on déploie dans sa maison et qui se répand sur le tapis de toutes les couleurs et de toutes les formes. Elle se laisserait enivrer par les parfums lourds si elle n'était pas aussi anxieuse. Elle a 14 ans et elle épouse Ali, un inconnu qui a 20 ans de plus qu'elle. Elle n'a pas protesté quand on le lui a annoncé, mais elle aimerait bien savoir à quoi il ressemble. Est-ce qu'elle l'a déjà croisé sans le savoir, un jour où elle allait chercher de l'eau? Elle trouve difficile, presque insupportable de penser à cet homme avant de s'endormir et de ne pouvoir associer aucun visage à son nom. Quand elle est hissée sur la mule, immobile dans sa parure d'étoffe et de bijoux, elle a l'impression, l'espace d'un instant, qu'elle va s'évanouir. Elle le souhaite presque. Mais le cortège se met en branle au son des flûtes, des you-you et des tambourins. Elle croise le regard de sa mère, mélange de fierté et d'inquiétude. Alors, pour ne pas la décevoir, elle se redresse et s'éloigne de la maison de son père sans montrer sa peur. Quand elle arrive à la demeure d'Ali, elle le voit enfin debout sur le seuil entre ses deux frères. Son soulagement est immédiat, elle le trouve très beau. Bien sûr, il est considérablement plus vieux qu'elle, mais il se tient droit. Elle est désormais dans la maison de son mari, elle a de nouveaux frères, de nouvelles sœurs, et avant même sa nuit de noces, de nouveaux enfants. Elle est presque du même âge que l'une de ses belles-filles, celles qui sont nées de la première femme d'Ali. Pourtant, elle doit se conduire avec elle en mère, se faire respecter, se faire obéir. Fatima et Rachida, les femmes des frères de son mari, ne l'aident pas. Elles la maltraitent depuis qu'elle a franchi le seuil de la maison parce qu'elle est trop jolie. Fatima a déjà 3 enfants, Rachida en a 2, leur corps est marqué par les grossesses. Elles n'ont pas envie que celui de la jeune fille, galbé, rond et doré, souligne leur effondrement. Elles ne veulent pas se tenir près d'elle dans la cuisine. Elles respectent Ali, qui est le chef de la famille, mais elles cherchent toujours comment elles pourraient rejeter sa femme sans manquer à ce premier devoir. Elles avancent en hésitant sur ce fil
osant ici et là une remarque blessante, un menu larcin, un service refusé. À 14 ans, la mariée était encore une enfant. À 15, elle devient Yéma, la mère. Là encore, elle se considère comme chanceuse, son premier enfant est un fils. Les femmes qui l'entourent au moment de l'accouchement passent aussitôt la tête par la porte pour le crier « Ali a un fils !» Pour sa belle famille, c'est une obligation à lui témoigner davantage d'égards. Elle a donné du premier coup un descendant mâle à Ali. Près du lit, Rachida et Fatima ravalent leur déception et, en gage de bonne volonté, elles épongent la sueur au front de l'accouché, nettoient l'enfant et l'enveloppe de l'ange. Le garçon est né à la saison des fèves, au printemps 1953. Il s'appelle Hamid. Depuis 1949, Ali est le vice-président de l'association des anciens combattants, à Palestro. Cela ne veut pas dire grand-chose, il ne s'y passe rien. L'association est avant tout un espace, une salle que l'administration française a mise à leur disposition. Parfois elle est vide, parfois quelques hommes s'y retrouvent, ils jouent aux cartes, aux dominos, s'étrangent les nouvelles. Parfois, ils viennent avec leurs médailles. Dans cet espace-là, elles ont une valeur, mais là-haut, sur la crête, cela impressionne peut-être les enfants qui aiment tout ce qui brille, mais personne ne sait ce que signifie chaque ornement de métal, chaque ruban. C'est à l'association qu'Ali entend parler des attaques du 1er novembre 1954 et pour la première fois du FLN. Ce jour-là, même les différentes antennes des membres de l'association ne sont pas suffisantes pour relayer des informations fiables. On ne sait pas d'où sortent ces hommes au juste, ni les moyens dont ils disposent. On ne sait pas bien où ils se cachent. Leurs liens avec des figures déjà connues du nationalisme, comme Messali Hadj ou Ferhat Abbas, sont flous pour tous les anciens combattants. Ils appartiendraient à une troisième ligne, mais ce qui différencie celle-ci des deux autres n'est clair pour personne. Une chose est sûre, quoi qu'il en soit, ça a pété. Les mieux informés parlent de dizaines d'attentats à la bombe et à la mitraillette contre des casernes, des gendarmeries, une station radio, des pétroles mobiles. Ils racontent que les fermes de certains colons ont brûlé, ainsi que les dépôts de liège et de tabac de Borj-Manayel. De son côté, Kamel a entendu dire que les auteurs des attaques ont tué une jeune femme, l'épouse d'un instituteur français. « Tu es sûr de ce que tu racontes » demande Ali. « Je ne suis sûr de rien » répond Kamel. Ils se taisent de nouveau, se frottent pensivement la barbe de la paume de leurs mains. Tuer une femme, c'est grave. Il existe un code ancestral qui veut que l'on ne fasse la guerre que pour protéger sa demeure du monde extérieur, c'est-à-dire la femme qui s'y trouve, dont la maison est le royaume, le sanctuaire. L'honneur d'un homme se mesure à sa capacité de tenir les autres à l'écart de sa maison et de sa femme. La guerre se fait entre les forts, les actifs, les sujets, les hommes, uniquement les hommes. Combien de fois se sont-ils plaints des insultes que leur faisaient les Français, parfois involontairement, en entrant chez un Kabyle sans y être invité, en parlant à son épouse, en lui confiant des messages à transmettre qui traitaient d'affaires, de politique ou de questions militaires. Tout domaine qui ne peuvent que salir une femme et la traîner symboliquement hors de la maison. Et pourquoi le FLN commet-il les mêmes affronts? Choisir son camp n'est pas l'affaire d'un moment et d'une décision unique, précise. Peut-être d'ailleurs que l'on ne choisit jamais, ou bien moins que l'on voudrait. Choisir son camp passe par beaucoup de petites choses, des détails. On croit n'être pas en train de s'engager, et pourtant c'est ce qui arrive. De ce point de vue, le langage joue un rôle très important. Les combattants du FLN, par exemple, sont appelés tour à tour
Felaga et Moudjahidine. Felag, c'est le bandit de grand chemin, le coupeur de route, l'arpenteur des mauvaises voies, le casseur de tête. Moudjahid, en revanche, c'est le soldat de la guerre sainte. Appeler ces hommes des Felagas, des Felouz ou des Fel, c'est, au détour d'un mot, les présenter comme des nuisances et estimer naturel de se défendre contre eux. Les qualifier de Moudjahidine, c'est en faire des héros. Chez Ali, la plupart du temps, on ne les appelle que le FLN. Comme si lui et ses frères sentaient que choisir entre Felag et Moudjahid, c'était aller trop loin. À l'association, ce jour-là, ils sont plus nombreux que d'habitude et plus nerveux. Il n'y a pas de jeu de cartes sur les tables. C'est une djemma improvisée, une assemblée qui a lieu pour discuter d'événements récents qui les concernent tous et qui les inquiètent. Dès sa formation, le FLN a interdit aux Algériens de traiter avec l'administration française, de voter, d'exercer des fonctions électorales et surtout, pour les hommes réunis aujourd'hui, de toucher une pension d'anciens combattants. Rien de surprenant, rien de nouveau. C'est la position des diverses mouvances nationalistes depuis 10 ans déjà. Mais cette fois, le FLN vient de le proclamer à grand renfort d'affiches et de tracts dans le village de 2 hommes de l'association. Et ces affiches affirment que quiconque désobéit est un apostat et sera puni de la peine capitale. C'est pour cela que l'association est pleine ce soir-là et qu'elle est bruyante et agitée. Ils interdisent même de fumer des cigarettes, souffle un homme. Ali ne peut s'empêcher de rire. Celui qui parlait le foudroie. Puis, peu à peu, il se détend, répète la phrase et sourit lui aussi. C'est pas sérieux, des cigarettes, c'est à ça que tient le combat pour l'indépendance de l'Algérie, au boycott du tabac qu'ils fument tous. En quoi ça nous débarrassera des Français un truc pareil, demande Ali. C'est surtout nous que ça emmerde. La formule est saluée de hochements de tête. Il faut des sacrifices pour parvenir à l'indépendance, proteste Mohand. Vous ne pouvez pas rester assis sur vos gros culs et espérer qu'elle arrive dans un claquement de doigts. Tiens, il écrase sa cigarette sur le sol carrelé de la salle. Moi j'arrête si c'est nécessaire, c'est rien du tout. Et nos pensions, c'est rien du tout ça aussi, demande Kamel. Si j'arrête de la toucher, tu crois que le FLN va faire vivre ma famille? Mais alors, murmure Ali, on se serait battu pour rien? Il en a presque les larmes aux yeux. Ce n'est pas seulement l'argent qui s'envolerait, ce serait le statut et tous les souvenirs. La raison même de l'association, faire en sorte que ces hommes donnent une signification aux boucheries absurdes auxquelles ils ont pris part. Et pour Ali, si la pension est le signe qu'il s'est vendu aux Français, il voit cette vente comme la preuve de sa dignité, et non du contraire. La pension signifie que les colons ne peuvent pas simplement se servir dans les réserves de chair des colonies. La pension signifie que le corps d'Ali lui appartient et que s'il décide de le louer, il est en droit d'obtenir une compensation. Sans cette compensation, à qui est le corps? Quand il quitte l'association, Ali rappelle aux hommes présents que la circoncision de son fils Hamid aura lieu le mois prochain. Il a prévu un vrai festin, il liste les viandes, les plats, et malgré la gravité de la soirée, malgré les tensions, il les invite tous, même les vieux de la première guerre, aux histoires qui se ressemblent tous, même Mohand qui croit à la révolution. Ils se séparent sur cette note joyeuse qui leur donne l'impression que la vie est là, impérieuse, et que les coups de feu sont trop loin pour infléchir son cours. Il fait nuit noire, nuit totale, nuit dense. Une de ces nuits qui ne permettent pas de dire si ce qui est là-haut,
tout proche, dans l'étendue noire, c'est le ciel obscurci ou le flanc invisible de la montagne. Il fait nuit, calme et profonde. Soudain, un trou de lumière dans le tissu opaque, jaune, orange, rouge, qui déchire la nuit de flammes et la perce d'étincelles. Le premier qui les voit réveille les maisons alentour par un cri « Le feu! Le feu dans la montagne !» Un deuxième foyer s'embrase alors sur la crête qui fait face à celle d'où est parti le premier. Un troisième, un quatrième s'allume à leur tour. Le village est encerclé de ces feux perchés sur les hauteurs dont on sent la fumée, dont on entend les craquements. Mais les flammes ne s'étendent pas. Elles ne lancent pas de langues brûlantes à la recherche de la moindre herbe sèche. Elles se dressent seulement, menaçantes et contrôlées par des êtres invisibles. Les hommes sortent des maisons. Ceux qui possèdent un fusil de chasse le tiennent à la main. Les enfants réveillés dans leur sommeil crient et pleurent. Et bientôt, un âne s'y met aussi. Dans le village, entrent 3 formes sombres. Quand elles s'approchent, on distingue des hommes qui portent des vêtements militaires et paraissent lourdement armés. Ils alpaguent les villageois qui sont dehors et leur ordonnent de se rendre à la place principale, puis ils cognent aux portes des notables, celles des Amrouches, puis celles d'Ali et ses frères. « Rassemblez les hommes, disent-ils d'un ton calme, mais qui n'admet pas d'objection. On va parler. » Quand le village est réuni, le lieutenant fait asseoir la foule et lui-même s'assied en tailleur. L'homme a quelque chose du fauve. Ali ne sait pas encore que les militaires et la police française l'appellent entre eux le loup de Tabla. C'est un nom que la presse s'empressera bientôt de reprendre. Et quand il commence à haranguer la foule, il ne se présente pas. Il va droit au but. Nous avons pris le maquis pour nous battre au nom de notre pays. Nous sommes là pour tenir tête à la France, car il est temps pour nous de gagner notre indépendance ou de mourir au combat. Hier, nous n'étions qu'une poignée. Nous marchions en cachette. La France en a profité pour dire sur nous des mensonges et des injures. Elle essaie simplement de vous tromper. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des bandits. Nous sommes des moudjahidines, des combattants. C'est la France qui nous vole. C'est la France qui vous tue. De combien d'innocents ont-ils le sang sur les mains? La France nous a poursuivis longtemps. Elle ne nous a jamais trouvés. Aujourd'hui, nous nous montrons. Voyez, nous ne sommes pas des hors-la-loi. Nous sommes, comme vous, des Kabyles, des musulmans. Et surtout, nous voulons être des hommes libres. Cette montagne, elle est à nous. Cette terre ici. Il prend une poignée de sable et de gravats sur le sol. Cette terre, elle est dure, elle est maigre, mais elle est à nous. Les oliviers, les sources, les chèvres, les céréales, les vignes de la vallée, le liège, les minerais qu'ils sortent de la terre éventrée de Boumedran, est-ce que ça n'est pas à nous aussi? Le village oscille entre l'exaltation et la peur. Exaltation parce que tous ici pensent en effet que les Français n'ont aucun droit sur ce que le sol de la montagne donne aux Kabyles. Mais peur du nous utilisé un peu trop légèrement par cet homme que personne n'a jamais vu ici. Maintenant, dit le lieutenant, jurez sur le Coran que nous sommes tous frères, tous unis dans le combat pour notre pays et que vous ne préviendrez personne de notre passage. Et le village entier jure dans une unité qu'on ne lui connaît pas. Ali comme l'aîné des Amrouches, Wallis le guetteur, le jeune Youssef et le petit Omar. Eh bien, dit le lieutenant, le Coran, eh bien,
La parole donnée, c'est beau. Mais souvenez-vous de ça. Il fait alors sauter son poignard d'une main à l'autre, non pas dans un geste agressif et brutal, mais avec une nonchalance joyeuse. Il sourit de toutes ses dents pour la première fois et Ali revoit en lui le fauve de tout à l'heure, magnifique et terrible. On ne gaspillera pas de balles pour les traîtres, conclut-il. Sur ce, il se lève, marquant ainsi la fin de la réunion. Ali ne rentre pas se coucher aux côtés de Yema. Il marche entre les oliviers en inspirant l'air du soir à grandes goulées. Il aurait bien envie d'une anisette. L'air, ça n'apaise rien. Dans le noir revenu, les feuilles lui balaient le visage. Ses pieds oscillent sur les racines et les branches cassées. Il tourne et retourne en pensée ce qui vient de se passer. Il ne peut pas nier qu'il a crié et juré comme les autres. Plus que le discours, c'est l'homme qui lui a plu. Cet homme-là, il pourrait le suivre sans honte, oui. Mais contrairement à la majeure partie des villageois que cette scène a impressionné au point qu'ils s'attendent à ce que l'indépendance arrive dans les prochains jours, Ali n'a pas été convaincu par ce qu'a dit le lieutenant sur la puissance du FLN. Yema est enceinte de son 3e enfant et les préparatifs de la fête l'épuisent. Elle a mal au dos, elle a roulé le couscous avec soin, aidée de ses belles-sœurs et de ses belles-filles. Elle n'a pas encore 20 ans, mais elle se sent vieille. De toute façon, elle ne connaît pas son âge, elle ne sait que le nombre de ses enfants, et au 3e, elle sera vieille. Elle a à peine le temps d'embrasser Hamid avec appréhension qu'elle est écartée. L'enfant reste dans la maison avec son père et ses oncles. Le coiffeur vient procéder à la coupe de cheveux. Il ne prélève qu'une mèche noire et bouclée, mais par ce seul geste, il entame le processus au bout duquel le petit garçon sortira de l'enfance. Lorsque les hommes quittent la pièce, les femmes sont de nouveau autorisées à y entrer. Elles font pleuvoir les baisers et les compliments sur Hamid. Elles lui tendent une corbeille pleine de pâtisseries, des douceurs minuscules qui fondent sous la langue, du miel qui empoisse les doigts, et Hamid y pioche avec une joie évidente. Yema le regarde faire, le cœur serré. Elle sait que son fils ignore tout de la douleur à venir. Il est heureux parce qu'on lui a répété qu'il changerait de statut grâce à elle, mais il ne connaît pour l'instant des meurtrissures de la chair que les éraflures laissées par les rochers et les buissons d'épines. C'est sans doute comme cela qu'il imagine ce qui lui arrivera demain, une éraflure supplémentaire. Mais surtout, Yema est triste parce qu'après la cérémonie, Hamid ne sera plus un enfant. Elle va le perdre demain, lui qui n'a que 5 ans. L'aube blanche se lève sur la fête. Les femmes se regroupent pour accueillir les invités qui commencent déjà à arriver. La fête de la veille était réservée aux intimes, mais désormais les portes de la maison sont ouvertes à tous ceux qui veulent constater la générosité d'Ali. Blême de fatigue sous les phares, le col et les tatouages, Yema et ses belles-sœurs se tiennent pourtant vaillamment debout et cherchent pour chacun un mot aimable. En fin de matinée, il y a des hommes partout dans la maison, assis sur les banquettes, les coussins, les tapis. Il y a tous ceux de la famille d'Ali, les villageois, les membres de l'association dont certains sont montés de la vallée. Ils partagent la seksou, le repas traditionnel. Les plats de viande et de couscous sont énormes, on ne peut les porter qu'à plusieurs, et ils semblent sans fond malgré l'enthousiasme des mains et des mâchoires qui les attaquent. Le rituel est ordonné comme une pièce de théâtre, un opéra. Sitôt le gâteau disparu du plateau, on entend à l'extérieur des cris aigus qui annoncent l'arrivée du Hadjem, le circonciseur. C'est le signal pour Messaoud, le frère de Yema, qu'il faut aller chercher l'enfant, le retirer du groupe des femmes. Hamid, troublé
apeuré par les gémissements qu'aimait sa mère, commence lui aussi à pleurer. Il perd de son assurance de prince, de roi. Il oublie les mots qu'hier lui répétait son père. Il oublie la bravoure, il oublie la décence, il oublie la force. Et lorsque le Hadjem attrape entre ses doigts l'extrémité du pénis et y fait pénétrer la graine de genévrier pour protéger le gland, Hamid se met à hurler pleinement, franchement. Il ne veut pas être un homme. Il appelle à l'aide son père et sa mère. Les beaux vêtements qu'on lui a passés, la nourriture, les rires et les chants, tout n'était donc destiné qu'à lui trancher le sexe. Le vieil Hadjem regarde Hamid droit dans les yeux avec beaucoup de douceur. Je ne vais t'enlever qu'un petit morceau qui empêche ton sexe de grandir. Et quand je l'aurai ôté, alors tu pourras te développer comme un homme. Hamid, le visage couvert de larmes et de morve, se calme un peu. Tchac, dit le Hadjem en souriant, comme s'il s'agissait d'une bonne plaisanterie. Il joint le geste à la parole, et aussitôt, la terre du plat boit le sang qui jaillit, et le morceau de prépuce reste là, sur la surface sombre. Tous les hommes se lèvent alors à tour de rôle pour laisser tomber des billets de banque dans les mains du nouveau circoncis. Dehors, les voix des femmes et les sons de la flûte et du tambour reprennent. Hamid est devenu un homme. Les bateaux sont énormes. Et sur la mer, leurs flancs sont un mur de métal. Les bateaux sont énormes, comme l'est la foule qui cherche à embarquer et qui s'agglutine sur les quais. Les bateaux sont énormes, mais vus derrière cette marée humaine qui exige ou supplie d'obtenir une place, ils le sont un peu moins. Qui a décidé de ceux qui pourraient y trouver refuge? Ils font monter à bord des animaux français, des poules, des moutons, des ânes et des chevaux français. Les chevaux sont absurdes au-dessus des flots, sanglés au ventre, pris aux jambes et levés comme des caisses, poussant des hennissements, montrant des yeux affolés qui tournoient sur eux-mêmes dans le crâne oblong. Ils font monter les chevaux sur le pont. La houle, le roulis les rend de fous. Certains se brisent net la jambe avant, d'autres tombent par-dessus bord, on dirait qu'ils se jettent. Ils font monter des chevaux. Ils prennent à bord des meubles français, des plantes en pot dont les fleurs se détachent, des buffets larges comme des automobiles françaises. Un peu plus tard, ils rapatrieront même des statues, déboulonner des places devenues algériennes pour gagner l'abri de petits villages de France où les officiers de l'armée de 1830, figés pour toujours dans une pose de bronze, pourront continuer à saluer bravement, à tendre leurs lunettes ou à commander leurs soldats invisibles. Ils font monter des statues. Des milliers d'hommes à la peau sombre piétinent sur le pont en attendant de descendre un à un à la cale. La haute taille d'Ali se remarque dans la file d'attente d'hommes et de femmes voûtés. Il a perdu son chapeau dans la bousculade et son large front, agrandi aux tempes par les pointes de peau nue qui s'avancent de plus en plus loin dans sa chevelure, luit dans le soleil pâle. Il broie d'une main nerveuse l'épaule de son fils aîné, mais il reste droit. Aux balustrades des étages, quelques pieds noirs en larmes et d'autres en colère l'insultent de leur voix cassée. Le bateau recule lentement dans les eaux du port. Vient alors à Ali l'image étrange d'une corde attachée à l'arrière de l'énorme ferry et reliée à la côte, de sorte qu'au fur et à mesure que le bateau s'éloigne, c'est tout le pays qui est entraîné lentement, mais inexorablement dans la mer. La cathédrale, la Casbah, la grande poste, le jardin des plantes, puis l'intérieur des terres qui se fait tracter à son tour et vient disparaître dans les vagues. Médéa, Bouira. Une embardée tire sur la corde un grand coup sec. Biskra et Gardaïa plongent à leur tour, puis Timimoun. Et le sable du désert qui s'écoule de la plaie ouverte par le ferry en partance
tout le Sahara, grain par grain, disparaît dans la Méditerranée. Voilà. Mais je suis content d'avoir lu cela devant vous et je suis très heureux de saluer la présence de l'auteur parmi nous. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Et je vous invite, si vous avez